Ladies and gentlemen. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Hello tout le monde, hello à tous. Salut Jules. Salut. Ah, c'est cool. Jules, Ouais. les C'est gardiens. un plaisir de m'accueillir. Je suis vraiment content que tu m'aies proposé de faire cette émission. Ouais. J'accepte avec joie. Eh ben écoute, tu es vraiment le bienvenu. Tu es ici comme chez toi. En plus, tu as choisi un film. Il y a des choses à j'ai pas dire. facilité la tâche. Ouais, c'est clair. Ah, ouais, non, la tâche était pas facile, mais le film en vaut la peine. Ça, c'est Jules, on va parler un petit peu de toi avant de parler de ce film. Donc, Les Gardiens du cinéma, Microciné. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais sur YouTube? Oui, bien sûr. Alors, oui, donc je fais partie d'une chaîne qui s'appelle Les Gardiens du cinéma. Donc, on est 4 et on parle, voilà, majoritairement du support physique, des Blu-ray, DVD, 4K, etc. Et puis, on fait aussi de l'analyse. Marine fait de la critique. Et puis, voilà, on fait des vidéos selon nos envies aussi. C'est un peu compliqué avec le Covid, mais on va reprendre et ça va bien marcher, ça va être cool. Et puis voilà quoi, donc une chaîne voilà, avec un collectif très soudé, on s'entend extrêmement bien. Et puis là, on est entouré, enfin on va dire, on parle autour de notre passion commune qui est le cinéma. Donc voilà, ça baigne. Et puis en dehors de ça, je vais souvent voilà, chez les autres, et notamment chez Samir de la chaîne Microciné, qui est devenu un peu mon collègue voilà, dernièrement. Et avec qui j'ai notamment une émission plutôt régulière qui s'appelle Parole, sur laquelle on revient sur des films qui font l'actualité, soit en sortie DVD, soit en sortie salle. Voilà. Où vous mettez le niveau du cinéma, vous le poussez, quoi. Vous avez dit, ok les gars, c'est bon, on va élever un peu le niveau. Non, c'est vraiment des super émissions que vous faites. Merci beaucoup. Et donc pour revenir aux gardiens, tu disais, ouais, vous êtes attaché au support. J'ai vu aussi qu'il y avait une application par rapport au DVD défectueux, non? Ouais, bien sûr, ouais, on a développé ça, enfin surtout Sylvain, qui a lancé le projet et qui s'est occupé de la majorité des choses. Et ouais, donc qui a créé une application pour repérer les Blu-ray défectueux et donner aussi des possibilités, soit de ristourne ou d'autres imports ou que sais-je encore, d'autres éditions, etc. Donc voilà, pour aider les collectionneurs. Ok. Alors, j'aime bien dire un peu les hauts faits, ce que moi, en tout cas, j'ai vu de toi, et bon, tu l'as déjà évoqué, c'est les interviews avec Microciné, mais il y a notamment un fait croqué, Miroir, où tu as toi-même fait l'interview que fait habituellement Samir, à Samir. Et donc ça, c'était vraiment un moment sympa, en tout cas. Ah C'était oui. C'est clair, j'étais fier d'être d'être l'élu. Ouais, non, c'était Non, un mais super moment. Puis Samir est quelqu'un de super, de bienveillant et qui aussi apporte beaucoup de fraîcheur à YouTube, je crois, avec ce qu'il propose, voilà, qui est très en marge. Donc c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi. ouais. Et donc, oui, du coup, les lives que vous faites, Parole, où vous êtes à 3 en général. Tout à fait. Avec Cinefiles également, Valérian, qui a une chaîne qui est là. Lui, c'est le daron de YouTube, comme on l'appelle. Il est là depuis 10 ans à peu près, au moins. Donc il connaît parfaitement la Ok. plateforme et donc on est tous les trois, on forme une équipe du tonnerre. On s'entend super bien, c'est excellent. Ok. Et sur la chaîne des gardiens, Sylvain aussi avait fait
une analyse du Big Lebowski que oui. j'avais beaucoup, que j'avais bien aimé. Oui. Donc Sylvain, merci en tout cas pour cette vidéo. Est-ce que toi, tu as des concepts ou des choses que tu veux mettre en avant là, soit qui viennent de sortir ou qui vont sortir Bah, tous les vendredis plus ou moins, ou enfin, en tout cas 1 semaine sur 2, je m'y oblige. Je fais des lives où je reviens pareil sur des sujets qui, touchent, mon actualité. Donc, c'est des lives et je suis toujours accompagné, d'invités, donc des youtubeurs, qui viennent de tout horizon et souvent notamment, Sacha de la chaîne Focus Ciné, qui est mon acolyte, C'est souvent pour ces les trucs-là. Cinémood, c'est ça? C'est ça, exactement, Cinémood. Ok. Ok. Voilà, en tout cas, une chaîne et une personnalité de YouTube que je conseille de suivre fortement parce que moi, je trouve, en tout cas, ta connaissance déjà du cinéma assez époustouflante. Je le dis, je le pose déjà avant l'épisode, enfin, mais voilà, de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est assez épatant. Merci. Donc, on est dans un entretien où on revient sur des films qui parlent de drogue. Toi, quand tu as accepté de faire l'entretien, donc on a parlé de plusieurs films, mais au final, on a choisi un gros pavé. Je te laisse nous dire quel est le film dont on va parler. Ah, Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone. Ah là là, faudrait que je fasse Oui. une petite musique d'Ennio Morricone. Là. Ah ben oui, attends. Ouais. Donc, il était une fois en Amérique, le dernier film de la trilogie des Il était une fois de Sergio La Leone. trilogie du temps. C'est Oui. ça. La trilogie du temps, où notamment d'ailleurs on voit très souvent la montre à Goussec dans le film que Mais de toute façon, Noodles veut voler au départ. Ouais. Et bien sûr, bien sûr. Et puis, de toute façon, c'est Léon, c'est un de ses thèmes principaux, le temps, le rapport au temps, la relativité du temps aussi, notre perception. Enfin, on va en parler, je ne vais pas rentrer Ouais, c'est vrai. dans les détails. Ouais. Ça commence. Donc, en tout cas, c'est un film, de ce que j'ai pu voir, qui a mis du temps à se faire, quoi. Entre le moment où Sergio Leone a acquis les droits parce que c'est tiré d'un livre. Un livre, exactement, donc de Harry Gray, The Woods, sorti dans les années 50, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais. Et oui, ça a été très compliqué, quoi. Une bonne dizaine d'années de problèmes. Ouais, d'ailleurs, il y a eu. Je t'écoute. Ah ouais. Non, je disais, il y a eu plein de propositions, en fait. Enfin, au départ, ça ne devait pas forcément être Robert De Niro. Le film devait peut-être être fait avec Steve McQueen ou avec Depardieu. Enfin, il y a eu beaucoup de noms, en fait, qui ont été évoqués parce que à partir des années 60, en fait, il a commencé à vouloir à réfléchir à ce film. Et donc, c'est vrai que et ce que j'ai appris aussi, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est que Ennio Morricone a composé la musique très tôt, c'est-à-dire plus de 12 ans avant que le film existe. Et c'était a priori entre une 1971 et 1972, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc, en fait, il mettait la musique de Morricone sur le tournage pour imprégner les acteurs de l'ambiance qu'il y aurait dans le film. Donc c'est une méthode un peu particulière, je trouve, Bien sûr. d'intégrer. Il l'a fait très souvent. Ouais. Il le fait très souvent. Léon, il le faisait déjà dans Il était une fois dans l'Ouest, avec notamment cette séquence très célèbre de l'arrivée du personnage de Jill, incarné par Claudia Cardinal, où elle rentre comme ça dans la ville lorsqu'elle est à la gare, avec ce long mouvement de caméra qui est repris dans Retour vers le futur 3, où il utilisait le même mouvement. Enfin, il utilise la musique au moment du tournage, une musique qui est déjà composée
au préalable. Et de toute façon, Léon l'a toujours dit. Voilà, moi, mon plus grand scénariste et celui qui fait les dialogues, c'est Ennio Morricone. Ouais. Ah ouais, j'ai entendu ça aussi. À partir du bouquin, il y a quand même 5 personnes sur la réécriture du scénario. C'est Mais un... même plus que ça. Voilà. Plus que ça. Donc En fait, c'est un... c'est-à-dire qu'entre ceux qui sont crédités, non crédités, etc., on arrive quasiment à une douzaine de personnes. Donc c'est... oui. le... C'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, le casting, donc, comme je te disais au départ, il a beaucoup changé, en tout cas en perspective. Et quand il a choisi De Niro, alors apparemment, il l'a choisi par rapport à ce qu'il avait fait dans Le Parrain 2, quand il jouait justement Don Corleone jeune. Et du coup, ça a changé aussi sa perspective de comment il allait faire le film, parce que en fait, De Niro allait pouvoir jouer l'âge moyen et le vieux, alors que au départ, il avait imaginé 3 acteurs différents pour les 3 temporalités. Mais en fait, il a revu sa copie quand il a choisi De Niro, et du coup, tous les acteurs en fait ont fait les 2 temporalités comme De Niro. Bien sûr. Donc c'est un... Donc dans les vraiment, bon, il y a un casting énorme, hein, parce qu'il y a plus de 100, je crois que c'est ça, c'est 100 acteurs qui parlent dans le film, quoi. Il y a plus de 100 personnes qui parlent dans le film. Mais en tout cas, moi, il y a quand même, bon, bien sûr, De Niro, je sais pas si on a besoin encore de citer tout ce qu'il a fait, mais en tout cas, je pense que dans ce film-là, tu retrouves, en fait, il s'est appuyé quand même sur ce film-là pour jouer après plein d'autres rôles qui étaient quand même dans cette veine-là, parce que on retrouve un peu de Casino, enfin on retrouve un peu de Noodles dans Casino, on retrouve même dans Irishman, il y a Bien sûr. même sinon, Bien sûr. donc à chaque fois quand même, tu vois que Oui. ce rôle-là, il l'a bien marqué, quoi. Ensuite, t'as James Wood, hein, qui joue dedans son acolyte, enfin, on va dire, ouais, si, bon, acolyte. C'est son meilleur ami. Son meilleur ami. C'est ça, hein, c'est une bande de 4 jeunes, enfin 5, qui vont se rencontrer à l'adolescence, à 14 ans, je crois que c'est ça l'âge qu'ils ont, et qu'on va reprendre ensuite 20 ans plus tard. C'est 1922, 1932, 33 et 1968 les temporels. Ouais, c'est ça. Donc, après, ils ont 26, 27 ans, je crois, ou 28 ans. Donc c'est 14, 28, 14, 28 et après 60. Donc James Wood, c'est vrai que de le voir là dans un rôle, il a quand même un rôle très important, alors que quand tu le voyais dans Casino ou dans d'autres rôles, en général, c'était plutôt un peu le personnage pas très significatif, mais là, dans ce film-là, c'est quand même lui qui, je pense, fait passer un peu Noodles, enfin Robert De Niro, du côté un peu de l'arnaque, quoi. C'est lui qui va le mettre dedans, et c'est lui qui va toujours aller plus loin, en fait, dans l'envie de gravir les échelons, et qui va même trahir le groupe, en tout cas trahir les idéaux qu'ils avaient définis au départ, de dire on est notre propre maître et on travaille pas pour quelqu'un d'autre. Donc il a James Wood, il a vraiment un rôle qui est important dans ce film, et je trouve qu'il fait quand même une performance qui est assez étonnante. Extraordinaire. Même si j'aurais juste un petit bémol sur la manière dont il est grimé quand il est vieux, où je trouve que c'est... Voilà, moi, moi, je te dis, ça marche presque avec l'idée du film. C'est une excuse, mais... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ah ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais dans ce cas-là,
Ça expliquerait tout, quoi. Donc, ça pourrait tout expliquer si on part de ce point de vue-là, quoi. Mais je suis assez d'accord avec toi. On a aussi une Jennifer Connelly toute jeune qui joue. Son premier rôle. Ouais, ouais, qui fait son premier rôle et qui joue donc Déborah, donc qui va être le personnage féminin que Robert De Niro va aimer en fait pendant tout le film. Et on a aussi alors Joe Pesci qui fera, c'est le deuxième film en fait après Raging Bull où il joue avec De Niro. Même Il si joue avec... Non, oui, si. Non, j'aurais dit. C'est son deuxième film avec De Niro, oui. C'est Harvey Keitel. Mais par contre, ils jouent pas trop ensemble dans le film, quoi. On va dire que Joe Pesci a le rôle en fait du parrain, là où eux en fait sont. En fait, ça reprend un peu Irishman, la hiérarchie qu'il y avait dans Irishman, où tu as Joe Pesci qui est le parrain et De Niro qui est la personne qui travaille pour lui, quoi. On a aussi Burt Young qui est le poli dans les Rocky, quoi. Donc ça c'était moi ça m'a fait plaisir de revoir cet acteur. Donc Elizabeth McGovern, c'est comme ça qu'on dit, qui joue Déborah donc à l'âge adulte, qui est vraiment une actrice qui je trouve sublime le personnage, qui est très qui est très jolie et qui rend vraiment le personnage, qui donne une profondeur au personnage, quoi, qui est assez intéressant. Et on a aussi Danny Aiello qui est un peu un mafieux qu'on voit souvent, mais là qui joue un policier dedans, qui joue aussi dans Léon et qui fait en fait le chef de Léon, enfin le patron de Léon. Dans Léon. Bon, je pourrais en citer d'autres, mais voilà, il y a quand même pas mal d'acteurs. Il y a aussi Street Williams qu'on a vu dans pas mal alors c'est pas des, mais ça m'a étonné de voir cet acteur-là dans ce grand film-là. Je savais pas, j'avais oublié qu'il avait joué qu'il avait joué dans un aussi grand film, quoi. Est-ce que toi, tu as des acteurs ou tu as des personnes dans le film qui t'ont marqué? Alors, il y a un truc assez marrant dans le film, ça j'aime bien y revenir à chaque fois que j'en parle, parce qu'en fait, il y a le producteur du film qui s'appelle Arnon Milchan, donc qui est un producteur très célèbre. Il a produit Birdman, il a produit 12 Years a Slave, plein de films, The Revenant. Enfin voilà, c'est un producteur qui est très célèbre et qui donc est celui qui a pourri le film, puisque c'est celui qui a amené le film à avoir sa version américaine de 2h20 et qui joue le rôle du chauffeur de taxi. Donc ce petit mec que je ne respecte pas, il a pourri le film, il joue le chauffeur et donc dans une certaine séquence où le personnage de Déborah se fait violer par le personnage de Noodles, c'est un personnage qui ne réagit pas. Voilà, il aura pris 2 fois les mauvaises décisions, celui de couper le film, et en tant que personnage, il n'aura pas aidé à Déborah. Ouais. Voilà. D'ailleurs, ce coupage à 2 heures, Sergio Leone, il paraît que ça l'a vraiment blessé, mort, en fait, quoi, qu'il a plus voulu faire de cinéma après avoir vécu ça, quoi. Il avait 6 heures. Enfin, lui, je crois qu'il avait 10 heures, mais il avait réussi à réduire à 6. 6 heures, c'était vraiment un peu son objectif quand même. Et il avait réduit du coup. Il ne faut pas couper en dessous de 3h49. Donc c'est la version qu'on a, la version qui est arrivée, on va dire, en Europe, la version européenne, donc qui a été présentée à Cannes hors compétition. Et après, lui, il avait une version à la base. Là, lui disait sa version que lui, il aurait vraiment voulu à la base. Donc c'était 6 heures, 2 fois 3 heures. Il avait proposé au producteur. Ça a été refusé.
Et lui, dans sa version qu'on ne verra sûrement jamais, c'était une version de 4h30, donc avec 20 minutes de plus que la version Blu-ray que l'on a depuis 2012, qui avait été présentée à Cannes par Jennifer Connelly, Robert De Niro et Elizabeth McGovern aussi. Ouais, Qui d'ailleurs, il y a des 91 interviews sur- TV5. Hmm. Ouais, il y a des interviews de TV5 qui sont sur YouTube de ce Cannes 2012 où ils ont présenté le film, qui sont assez intéressants, où De Niro parle du film. Donc c'est... Ouais. Non, ce raccourci à 2h15, j'imagine qu'il l'a pas bien vécu, quoi. Ouais, surtout quand c'est le film de ta vie, oui. Que c'est l'œuvre de ta vie, quand c'est l'aboutissement finalement. Bon, on ne verra jamais le Stalingrad qu'il a voulu faire, dont il ne reste plus que le synopsis de 9 pages, qui devait être un autre film encore. Mais ouais, cette œuvre qui est sûrement l'une de ses plus personnelles, enfin, mais peut-être même la plus personnelle, oui, c'est sûr que c'est coup dur, on va dire. Mais en plus, il avait refusé le parrain pour justement se garder en fait sa vision c'est quand même un gros truc, quoi, de refuser à la Paramount de faire le parrain. Ça m'étonne. Enfin, j'ai quand même du mal à me dire qu'il a dit ouais, non, le parrain, je veux pas le faire. Enfin, après, du coup, Coppola l'a fait et je vais pas regretter ça, hein. Non, c'est sûr. Mais enfin, je me dis, ouais, il avait l'occasion de faire ce. Mais bon, il avait déjà son idée il avait déjà donc le bouquin de Harry Gray. Toi, enfin, je sais pas, tu as déjà entendu, enfin, par rapport au film, est-ce qu'il y a beaucoup de différences ou pas? Oui, totalement. En fait, il a repris ce livre, il tombe par hasard dessus, on lui passe, on lui fait faire une traduction. Lui est très étonné par ce livre et il est vraiment happé en fait parce qu'on lui dit sur le livre, il veut le lire. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est l'aspect pathétique du personnage, en fait, qui évidemment se retrouve dans le film, mais c'est en fait un petit gangster qui a voulu toucher les sommets et qui va juste être un gamin avec une mitraillette et qui ne va réussir à rien. Et pour garder une forme de postérité, il va écrire un livre sur sa personne parce que personne ne le fera. Donc voilà. Donc dans le film, ça reste, mais il y a toutes les recherches de Sergio Leone. On en parlera sur le temps perdu et les thématiques qu'il a toujours traitées dans sa filmographie. Elles n'étaient évidemment pas dans le livre. Ouais. Et en fait, t'as beaucoup, je trouve, de séquences très fortes dans le film. Enfin, notamment, t'as quand même deux séquences de viol qui sont. Enfin, il y a vraiment. Enfin, le film est violent au rapport entre les gens. Et enfin, même, je veux dire, De Niro. Enfin, Noodles, le personnage, on va en parler au moment des drogues, mais quand il pense être responsable quand même de la mort de ses compagnons, lui s'inflige aussi quand même le fait d'aller fumer de l'opium et tout ça. Enfin, quelque part, il décide de lui de. Oui, il porte la responsabilité et veut se dédouaner de ce qu'il a fait en fait, de ce qu'il a causé. C'est ça. Et donc, c'est vraiment un film où on n'est pas là, mais tu l'as déjà aussi signalé, on n'est pas là pour voir l'ascension de quelqu'un, en fait, on est là pour voir que des chutes, quasiment, Bien sûr. avec malgré ça quelques petites ascensions, parce qu'on voit bien qu'à des moments du film, ils se retrouvent à avoir de l'argent, ils ont quelque part un peu réussi leur rêve de gamin de sortir de... Parce qu'il y a ce côté-là aussi qui est assez dur au début, c'est la misère qu'on voit dans ces ghettos, quoi. Parce que la scène de la petite Charlotte, du petit dessert, là, elle est franchement... Enfin voilà, c'est des scènes
qui peuvent paraître anodines, mais contextualisées dans le film par Sergio Leone, tout de suite, ça te prend une ampleur. Et c'est vraiment intéressant. Et c'est surtout le temps aussi qu'il utilise à mettre en place justement ces scènes-là, quoi. C'est-à-dire que, en fait, quand on les suit jeunes, ce qui les intéresse, c'est un peu d'avoir de l'argent, c'est aussi la sexualité, et déjà, il fait jouer en fait cette dualité et entre l'argent, le sexe, la faim. Il te montre que ils préfèrent quand même manger parce qu'ils ont tellement rien ils en sont à préférer manger parce que c'est déjà c'est vital, quoi. Donc le film dès le départ te montre des personnages qui ont pas trop le choix en fait pour avancer. Ils sont obligés de se regrouper déjà tous les 5 pour essayer d'avancer et d'être déjà un groupe et d'être solidaires entre eux, quoi, pour essayer d'avoir ce qu'ils n'ont pas avec leur famille, parce qu'ils ont tous l'air d'avoir des problèmes familiaux. Tu vois d'ailleurs que Noodles, lui, il vit dans les toilettes. Donc ils partent vraiment d'une enfance très difficile. Et donc c'est sûr que ils arrivent avec leur petit groupe de gangsters, même si en fait c'est assez gentil ce qu'on voit au début. Ce qu'ils font, c'est des petites escroqueries, des petits vols, mais on les voit pas trop basculer vraiment dans le grand banditisme. En fait, ça se passe. Ça évolue. Ça évolue, mais ça se passe. Je pense qu'il y a une partie aussi qu'on voit pas, qui se passe dans une timeline qu'on voit pas. C'est entre le moment où Noodles est en prison, parce qu'il y a. Tout à fait. C'est quand même ce moment-là où en fait ils passent de jeunes ados qui font des petites arnaques à un peu pas des caïds, mais des gangsters plus de plus haute volée. Mais en tout cas, voilà, donc ce que je te disais, c'est l'émotion, que ça soit entre les personnages masculins, la bande de potes, mais aussi entre De Niro, Déborah, et puis les autres personnages féminins. C'est des rapports entre les personnages qui sont dans l'émotion et en même temps dans la dualité. C'est toujours des rapports assez durs, quoi. Parce que Déborah, elle est, bien sûr, bon, après le viol, il y a plus vraiment d'échange, mais avant, elle est assez dure avec lui. Quand elle lui dit à chaque fois, genre, va écouter ta maman, ou ta maman t'appelle. Elle lui fait pas de cadeau, quoi. Bien sûr. Donc c'est un film qui se veut quand même assez réaliste dans la dureté que il y a pas de place en fait à essayer d'enjoliver les choses, quoi. Non, on n'est pas chez Sergio Leone. Lui, il montre frontalement les choses, c'est-à-dire que c'est pas un cinéaste de divertissement. Lui, il montre la mort, il montre la fin d'une époque, la fin d'un monde. Quand il y a la mort et la violence, on ne peut pas la montrer avec complaisance. Et chez lui, ça se retranscrit de cette manière-là. C'est à la fois très brutal, très violent, même si c'est un des films où il y a le moins de violence directe à l'écran. C'est toujours il y a aussi cette forme, il y a cette violence, mais il y a aussi cette candeur, ce lyrisme qui est toujours là, qui est toujours présent, cette mélancolie aussi qui vient de ces nombreuses influences qui sont en dehors du cinéma, j'ai envie de dire aussi. Je pense aux poèmes élégiaques, à la mythologie grecque, à Homère bien sûr, l'Iliade, l'Odyssée, et puis Baudelaire. C'est aussi un cinéaste très cultivé aussi. Ça, c'est un truc que j'aime mettre en avant par rapport à ce cinéaste-là, c'est que c'est quelqu'un qui a une vision, en fait, et on en reviendra quand on va rentrer dans le vif du sujet, c'est que
c'est un cinéaste en fait qui essaie d'avoir une perception la plus large possible. Et en ça, en fait, comme tous les grands artistes, je pense, mais ils essayent d'en savoir le plus possible pour décrire en fait leurs pensées, pour les améliorer, etc. Et évidemment, Il était une fois en Amérique est un film qui travaille l'idée de perception, d'influence, d'image qui rentre en corrélation avec les différentes époques, notamment, et avec les différents personnages qui viennent rentrer, qui rentrent et qui sortent du récit. Donc voilà, c'est un film en tout cas que j'aime particulièrement et qui me fascine complètement. Pour moi, c'est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. C'est un film qui parle de cinéma aussi. Et c'est un film qui me bouleverse à chaque fois que j'ai la chance de le regarder. Parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus profond dans le cinéma. Et il questionne tout ce qu'est le cinéma, la mise en scène, et notamment le montage là, dans ce film tout particulièrement. Et évidemment, le rapport que le cinéma au temps. Mais, et son rapport à son personnage principal, quand même, qui est enfin, pour qui on a peut-être de l'empathie quand même au départ, mais au fur et à mesure, on en a de moins en moins, quoi. Donc, il y a une volonté quand même de nous faire nous éloigner, en fait, du héros, quoi. C'est ambivalent, je crois, parce que Sergio Leone, en fait, il a toujours montré des personnages qui, moralement, peuvent être douteux, mais il a une croyance, quand même, en chaque être humain, et il dit, dans même le pire des truands, le pire des salauds, il y a quand même une part d'humanité, et on va aller visiter cette part d'humanité-là. En fait, il y a une croyance en l'homme qui est assez fascinante. En même temps, c'est un cinéaste qui est complètement désabusé, mais en même temps, il y a cette croyance. Et donc, en fait, avec le personnage de De Niro, on a une forme d'empathie pendant tout le film, malgré ce qu'il commet. On arrive quand même à remettre en perspective ce qu'il fait, ce qu'il commet. Il commet des choses absolument terribles. Mais en même temps, par ce qu'il est, par ce qu'il fait, par ce qu'il rate, ses échecs, en fait, ben on a une forme d'empathie quand même, de mélancolie par rapport à ce personnage-là, dans lequel aussi on peut peut-être se retrouver par moments. Ouais. Disons que ce qui est assez horrible, c'est que oui, on peut se reconnaître dans les choix qui croient être les bons, mais qui sont en fait les mauvais. Enfin, mais à des moments, il y a quand même des choix qui sont complètement irraisonnés. C'est-à-dire que quand il va violer quand ils font le premier casse, cette scène-là, on comprend pas trop d'ailleurs d'où pourquoi est-ce qu'il fait ça. Enfin, c'est un Alors, en fait, c'est-à-dire que les femmes, Sergio Leone, c'est un sujet très compliqué. Il a été souvent accusé de misogynie. C'est pour ça qu'il avait mis le personnage de Jill dans Il était une fois en Amérique. Mais même ce personnage-là, c'est une putain. Donc en fait, il a une vision. Chez Sergio Leone, en fait, les personnages sont complètement ambivalents, paradoxal. On le disait juste avant. Voilà, c'est ça. C'est à l'image de son cinéma, c'est très paradoxal. Et les femmes, en fait, comme on le voit dans ce film-là, sont soit on va avoir des personnifications religieuses quasiment. Elles sont pures, ou soit c'est totalement l'inverse, ce sont des putains. Et ce qui nous est montré dans le film, c'est la frustration du personnage principal, en fait, qui n'arrive jamais à avoir le personnage de Déborah, et qui, dans cette frustration, en fait, va refouler ses frustrations en maltraitant les autres femmes. Et ça, cette thématique, elle est évidemment très religieuse parce que c'est le péché originel, c'est ce moment notamment dans le jardin d'Éden, on pourrait le dire, où Déborah et le personnage de Noodle se retrouvent assis côte à côte et récitent la cantique des cantiques. Et cette image-là, j'ai parlé un petit peu d'influence juste avant, mais c'est quelque chose que Léon développe à travers cette thématique religieuse, mais où il va aussi questionner le personnage et la perception que nous avons du récit. Ça, je ne sais pas si tu veux y rentrer maintenant, je pose la question. Si tu veux rentrer vraiment dans l'idée du récit avec la drogue et tout ça. Non, on va attendre.
Tu peux, vas-y, hein. Je peux? Ok, Ouais, ok. ouais. Donc, pour jouer en fait sur notre rapport à la perception, parce que dans le film, ce qui est mis en avant, c'est que le personnage prend de l'opium, et cet opium, en fait, ça va être, on va dire, ce qui va structurer le film. On a, en gros, le début et la fin se déroulent dans un théâtre chinois, dans lequel il va fumer de l'opium, et, euh, et donc voilà, ces instants vont créer et structurer tout le film. Et donc, en fait, l'idée que Sergio Leone va avoir, c'est de questionner le cinéma et le montage avec la drogue. Et dans cette idée-là, il va jouer de ce montage qui joue sur la réalité et l'imaginer. On a ce temps au présent, qui est celui de 1933, avec le Noodles qui vient de cafeter, on va dire, ses potes, et ses potes meurent, donc il va fumer. Et à partir de là, en fait, il va se souvenir, on va suivre les pérégrinations de ses pensées, et il va se souvenir voilà, de son adolescence, de son enfance, de ses souvenirs, en fait, où il fonde son amitié, et puis sa vie aussi, ses futurs échecs. Et puis aussi un futur que Sergio Leone décrit comme imaginaire, hein, notamment dans le livre Conversation avec Sergio Leone de Noël Simsolo, où il dit: en ce qui me concerne, Noodles n'est jamais sorti de 1930. Il rêve tout. Tout le film est le rêve d'opium de Noodles, à travers lequel je rêve les fantômes du cinéma et du mythe américain. Donc, pour Ah ouais, revenir. Ouais. c'est génial ce que tu dis parce que Mm. ça donne une nouvelle ça donne une interprétation au film qui est vraiment différente, quoi. Continue, hein, mais Et donc, en fait, dans cette idée-là, dans ce que dit Sergio Leone, pour ça qu'un petit peu avant, j'ai parlé des influences, c'est parce que c'est au cœur de son projet, en fait. Il va questionner le cinéma. On commence et on termine dans un théâtre chinois dans lequel il y a un jeu d'ombre qui fait donc partie des origines du cinéma. On se rappelle également de Dracula de Coppola, en parlant de lui, on en parlait tout à l'heure avec Le Parrain, qui lui aussi fait revenir les origines du cinéma dans une célèbre scène du film de 92, l'adaptation de Bram Stoker. Et dans ce film-là, il va questionner donc le cinéma, le rapport que nous avons au cinéma et le montage cinématographique, puisqu'en fait, il va jouer sur le temps, comme il l'a toujours fait. Et donc, il va nous mettre en perspective, à nous faire prendre de recul et nous faire voir peut-être que le cinéma n'est que l'ordre de l'illusion et que ce que l'on voit, en fait, c'est une projection mentale de l'esprit, des pensées, des souvenirs et d'une conscience que se crée le personnage de De Niro à la suite de ce qu'il a commis et des amis qu'il a perdus. Voilà. Donc, pour mettre en avant cette idée et travailler voilà, ce sens-là, il va faire communiquer un tas d'images et donc nous questionner sur ces images que l'on voit. Parce qu'en fait, il va nous dire, en fait, ce que vous voyez, c'est un tissu de fumée, voilà, c'est presque une fumisterie, j'ai envie de dire, par rapport à l'opium. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir beaucoup de références, et notamment picturales. Là, je cite comme ça Magritte, avec une peinture notamment. On parlait du péché originel tout à l'heure. Et il va citer une peinture au moment, en fait, où il va avoir cette transition entre le jeune De Niro et le vieux, ce moment où on entend la célèbre chanson réorchestrée des Beatles, Yesterday, une chanson très nostalgique qui pourrait d'ailleurs s'assembler à la drogue si on entend les premières paroles. Yesterday, my troubles seem so far away. Donc, mes ennuis paraissent si loin de moi voilà, maintenant. Et donc, au moment où il y a cette transition, c'est-à-dire qu'en fait, on voit De Niro qui prend un bus pour Buffalo. Il y a cette image de Coney Island, visite Coney Island, avec une porte miroir. Et nous, on va rentrer dans le miroir. Et qu'est-ce qu'on va voir lorsque la caméra va reculer, va faire un travelling arrière, et qu'on découvre Robert De Niro. En fait, on voit plus ou moins ça. On voit en fait une pomme avec marqué Love. Et donc, on pourrait la rapprocher voilà, au Fils de l'homme. Je remonte un petit peu. Au Fils de l'homme de Magritte, qui est une image qui joue voilà, sur, comme toute l'œuvre de Magritte, sur en fait les images à l'intérieur des images. Où en gros, il va remettre en question ce qu'est une image. Avec par exemple ce célèbre tableau
ceci n'est pas une pipe. En fait, c'est l'image d'une pipe. Et nous, ce qu'on voit, c'est pas la vie de Noodles, c'est la vie que Noodles s'est imaginée, celle qu'il se projette comme un film. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parce que attends, il faut Mais en fait, faut ça pas que remet je en me perde. perspective même ses souvenirs, quand même, parce qu'on peut se dire que Bien sûr. peut-être que même ses souvenirs ne sont pas réels, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est, C'est un peu comme dans L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford, parce que il le dit, hein, je le répète dans cette citation de Léon dans le livre Conversation, il dit « Tout le film est le rêve d'opium de Noodles, à travers lequel je rêve les fantômes du cinéma et du mythe américain. » Et donc, évidemment, John Ford, qui est le cinéaste fétiche de Sergio Leone, eh bien, on peut retrouver évidemment la structure de L'homme qui tua Liberty Valance, où dans ce film, on voit le personnage de Jon Stewart qui compte son histoire et qu'il compte à la première personne. Et à la fin du film, déjà, il y a une question de point de vue sur ce qui s'est réellement passé, avec aussi un tissu de fumée, avec une célèbre séquence voilà, où se joue le titre du film. Et donc, on peut remettre, pareil que dans ce film-là, en perspective les images que nous, on regarde, en fait. Est-ce qu'il raconte la vérité ou est-ce qu'en fait, c'est un fantasme de ce qui s'est passé? Est-ce que le personnage n'enjolive pas son histoire? Et en ça, c'est la vision totalement romanesque d'un cinéaste en fait européen qui a une vision sur un Américain, parce que c'est vraiment ça. Là, on pourrait rentrer vraiment dans le vif du sujet, mais les cinéastes européens sont beaucoup plus désabusés que les cinéastes américains. Généralement, voilà, on va dire, je réduis à l'extrême, mais ce qui est aimé comme histoire aux États-Unis, celles qui sont mises en avant, ce sont les success stories, celles qui montent, qui voilà, le mec qui vient de rien et qui va augmenter, qui va atteindre la richesse, la gloire, etc. Nous, en Europe, les artistes européens n'ont pas cette vision-là, et justement, ils vont avoir plutôt une vision pessimiste, et ils vont détruire voilà, cette vision matérialiste, et aussi peut-être très vaniteuse, de la conception de réussite, où c'est pas parce qu'on a des choses, en fait, qu'on réussit sa vie. Et donc ça, Sergio Leone, il va toujours critiquer les États-Unis de cette manière-là. Il est fasciné par son histoire, mais à l'image de son cinéma qui est très paradoxal, il est aussi très critique avec cette nation. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tac, je réfléchis. Non, c'est vachement intéressant, en tout cas, ce que tu dis. Il est critique de la société, il est critique surtout, oui, du laisser-aller, parce qu'en fait, quelque part, dans le film, il te montre que être gangster, en fait, que c'était presque une obligation pour s'en sortir, quoi, et que tout le monde était corrompu, les policiers, que de toute façon, tu étais obligé d'une manière ou d'une autre de soit être un gangster, soit payer. Donc, il y a une critique qui est forte. Et puis il montre aussi la pauvreté, comme je le disais, je pense peut-être que pas mal de gens oublient qu'il y a vraiment eu, aux États-Unis, même à New York, des ghettos où tout le monde, voilà quoi. C'est une vraie critique. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Ouais. Et quand je citais Magritte tout à l'heure, j'ai un peu évincé un côté très important de ce que je disais sur l'œuvre Le Fils de l'Homme, parce que dans cette œuvre-là, en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est la pomme. En fait, je suis un peu bête, mais la pomme, c'est le péché originel, c'est Adam et Ève, le serpent, tout ça. Donc évidemment, ça va être l'objet de cette frustration. Donc quand je disais la remise en contexte des images, il y a aussi ça. C'est-à-dire le retour à... Donc il y a l'image que Noodles crée, l'image du film, donc, et aussi l'image originelle que nous ramène Sergio Leone avec cette idée de la pomme, de l'imagerie religieuse. Mais si c'était vraiment rêvé, tu crois pas que Déborah, il y aurait une meilleure fin avec Déborah? Parce que non, parce qu'il essaye en fait, il y a vraiment ça en fait, c'est-à-dire que dans le film, on voit 3 identités en fait, c'est plus du tout les mêmes Noodles, à chaque temporalité il est totalement changeant. Parce que c'est ce qui est intéressant aussi dans la remise en question des images, c'est-à-dire que
Sergio Leone filme véritablement en fait un trajet de conscience et il dit en gros, comme dans tous ses films, chaque instant que l'on vit, c'est la possibilité de créer une nouvelle identité, c'est la possibilité de changer en fait. Il faut vivre au présent. Et, et quand on découvre le jeune, on découvre quelqu'un qui a envie de faire des choses, qui a envie de se développer, etc., mais qui n'y arrive pas parce qu'il tombe dans le banditisme. Quand il est un peu plus vieux, bah là, il échoue complètement, il amène tout à la ruine, il n'est plus sage, il commet des atrocités. Et quand il est plus vieux, on le voit complètement assagi, il assume. C'est comme s'il assumait d'une certaine manière tout ce qu'il avait fait. Et en fait, il essaye par curiosité et aussi par nécessité voilà, de se dédouaner de tout ça, de résoudre tous les questionnements qu'il a par rapport à ce qui s'est passé. Donc non, c'est pas le même personnage en fait. Voilà, il voit juste le temps perdu, il essaye de le rattraper, enfin en tout cas de le moins le laisser filer possible. Qui a l'argent du coup? Qui a l'argent du coup? Bah, ça après, c'est la question, mais c'est la question. Non mais non mais ça c'est vachement intéressant parce que ça. En tout cas, il y a à aucun moment c'est clairement explicite que c'est dans un imaginaire. Ceci dit, c'est tout à fait possible. Il y a rien qui le imagerie. Parce que comme tu l'as dit, on le voit fumer au début et fumer à la fin. Enfin, donc il y a une sorte de continuité où on pourrait très bien en déduire qu'en fin de compte, rien ne s'est passé et tout a été imaginé. Mais par contre, quand on nous le montre, il y a rien qui pourrait nous le faire croire dans la mise en scène au moment où on nous le montre. Ah ouais ? Pas d'accord. Ah oui, non, pas du tout. Parce que justement, c'est là où Sergio Leone est très fort. Je parlais un petit peu de mélange d'influences tout à l'heure, mais en fait. Alors pardon, j'ai dit de manière subtile, tu as sûrement tout à fait raison, mais de manière explicite, c'est quand même fait de manière à ce que tu ne puisses pas te dire que tu es dans un imaginaire. Bien sûr. Donc il y a quand même l'envie de te faire croire à cet imaginaire. Évidemment, il y a une envie de te questionner par rapport à ça. C'est ce que je te disais par rapport aux images, en fait. Parce qu'il questionne le cinéma, il ouvre et termine le film avec le théâtre d'ombre chinoise. On entend le téléphone sonner au début 24 fois, comme 24 images par seconde. Et dans cette réflexion, évidemment, il va nous faire réfléchir sur ce qu'est le cinéma. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une illusion? Je crois qu'à la fin, il donne une réponse avec le sourire. Donc, il va mélanger voilà, deux influences notamment notables, donc le cinéma américain et le mythe américain. Et de l'autre, en fait, il va, donc ce que je te disais, il va prendre une approche aussi picturale, mais surtout littéraire, avec notamment Marcel Proust. Et en fait, il va associer le matérialisme américain, qu'il a toujours critiqué dans ses films, on en parlait un petit peu plus tôt, et en même temps, il va parler aussi de Marcel Proust et de son approche des objets, en fait. Des objets qui vont lui faire revivre, qui vont faire penser. La Madeleine de Proust, évidemment, on y pense. Et ça, cette référence, elle est extrêmement directe, puisque dans le film, en fait, il y a l'Incipit, donc c'est-à-dire le début du livre Le temps perdu de Marcel Proust, où le personnage de Fatmo lui demande qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Et lui, il répond, je me suis couché tôt. Donc, c'est les premières phrases du livre. Et à travers ce travail, donc, qui est évidemment chez Marcel Proust du rappel de l'objet qui va faire revenir des sensations, des souvenirs, Sergio Leone, il va rapprocher ça au matérialisme américain. Et tous les objets, en fait, vont être matière à transition entre les séquences pour créer en fait une réalité qui va se questionner. Quand il regarde à travers le truc, justement, quand il fait le voyeur. Dans les toilettes. Ça sert de transition d'ailleurs. C'est une des transitions entre le moment où ils sont. Il y a la montre
notamment qu'on disait tout à l'heure, qui volent au début et qu'on va retrouver tout au long du film, qui vont récupérer, que le policier va prendre, qui vont récupérer. Enfin, il y a, mais je trouve qu'il y a, en termes de matérialisme, ils n'ont pas beaucoup de, enfin leur fortune, elle n'est pas beaucoup mise en avant, ou alors ils n'ont jamais eu de fortune, mais En fait, c'est la recherche de la fortune. Tu vois, pour réussir, en gros, leur truc, c'est de dire, il nous faut beaucoup d'argent, il nous faut ci, il nous faut ça. Et en fait, ils réfléchissent jamais au moment présent, c'est toujours avoir plus. Tu vois, c'est ça qui est critiqué. Alors qu'en fait, les moments de beauté que met en avant Sergio Leone, les moments les plus puissants, ceux auxquels on doit se rattacher, c'est les moments d'amitié. C'est cette jeunesse dans laquelle en fait il y a un groupe qui se crée, qui se façonne et où les personnages sont véritablement eux-mêmes. Et c'est ce qu'ils vont perdre aussi, parce que ce matérialisme va amener les personnages à se trahir. Pour avoir plus, ils vont détruire ce qu'il y a de plus cher, l'amitié. Chez Sergio Leone, c'est ça qui est important. Et voilà, il va pas hésiter à filmer voilà, le moment on le dit aussi, le moment de la Charlotte. Ça, c'est des moments où on se rapproche voilà, d'une sensation, on se rapproche de ce qui est important, du goût des petites choses. Au lieu de vouloir des millions, au lieu de vouloir se constituer une notoriété, en fait, il faut aller vers l'essentiel. Et pour revenir à cette question de perception, parce que c'est de ça de ce que parle aussi Il était une fois en Amérique, on a en fait tout un tas d'images en fait qui viennent se superposer l'une sur l'autre. Je cherche une citation. Pardon. Donc les nouvelles lettres, j'ai envie de les citer. Ils ont dit quelque chose de très intéressant à l'époque sur le sujet. Ils disent « Le lieu géométrique d'où tout part, pour nous spectateurs, et où tout finira, est une fumerie d'opium, dans les combles d'un théâtre d'ombre chinoise. Le voyage en rêve, produit par l'opium, ouvre et achève le film, comme un havre et un refuge, un lieu d'oubli et de rêverie, où le passé, le présent et l'avenir se confondent et se surimpressionnent. » Voilà, et pour moi, c'est vraiment ça décrit très bien le film, dans la manière où les images en fait se superposent, se confondent, et où nous, on perd aussi nos repères, comme le personnage de De Niro perd ses repères lorsqu'il fume de l'opium. C'est vrai que cette temporalité comme ça, la manière dont c'est raconté, ça n'aide pas forcément quand même, parce que tu peux vite te retrouver, enfin, si je dis pas de bêtises, très rapidement, tu vois toutes les temporalités, quoi. Enfin, non, tu passes en fait, en un quart d'heure, oui, c'est ça, en gros, tu passes de celle... Lui à 20, quand lui à il 30 commet ans, enfin, 28, 30 lui, ans. Lui au moment de l'opium, ensuite tu le vois lui vieux, ouais. Et ensuite tu repars sur enfant. Enfin, du coup, il y a quand même déjà une sorte de casse-tête qui est dans le récit, qui fait que c'est assez... mais je suis d'accord que le point de départ, c'est cette fumerie d'opium, et que en plus, il y a sur les murs, je sais pas si tu as vu, mais il y a des personnes, enfin, c'est pas des scènes du Kama Sutra, mais en tout cas, tu as des personnes qui sont en train de faire l'amour sur les murs. L'endroit, en tout cas, il est vraiment étrange, quoi. Et c'est vrai que tu as ce côté marionnette théâtre chinois qui fait aussi allusion au cinéma, quoi. Et au début du cinéma. Il y a plusieurs films, en tout cas, où tu voyais ces fumeries d'opium, où les gens étaient en fait tous allongés en mode... Enfin, tout le monde est stone, quoi. C'était vraiment des salles dédiées au shoot. Enfin, et donc, c'est vrai que de commencer le film dans cette salle de shoot, après, tu peux effectivement remettre en question tout ce que tu vois. Surtout que, en fait, très souvent, les transitions se font au moment où lui vient de prendre, en fait, sa pipe d'opium.
Ouais. Et donc tu peux très facilement effectivement te dire que en fait ce que tu vois, mais comme ouais, moi en fait ce que je trouve euh, c'est que en fait c'est quand même dur. Si c'est un trip, c'est un trip qui est quand même là pour qui est pas là pour comment dire vraiment le faire sortir de son mal-être. C'est quelque chose enfin, c'est un trip qui va effectivement à la fin euh, quand même lui donner raison. Et parce que donc son pote Max, lui, en fait, c'est lui qui l'aurait trahi, c'est lui qui l'aurait volé. Et en fait, ça serait lui le pauvre malheureux de l'histoire, finalement. En fait, son trip lui permet d'être le pauvre malheureux, alors qu'en réalité, c'est le grand méchant loup. Enfin, euh, mais on sait, parce que du coup, toi, tu penses que, enfin, que tous ses compagnons sont morts, quoi. C'est ça Euh, qui est un peu étrange, bah, quoi. C'est que, mais c'est non, mais du coup, il y a ses compagnons, réponse. ils sont morts. Ces deux compagnons, ils sont morts. Enfin, j'ai oublié le prénom du personnage. Philip Stein et Patsy. Je dis pas si je dis pas Ouais, de bêtises. ouais, Coquille, Cocaine, Euh, c'est Patsy, ouais, ouais. ouais, Ils voilà. sont. Et eux, tous les deux sont morts. Et même, en fait, même Maxi pourrait être mort aussi. Mais lui, pour se donner bonne conscience, il raconte que que c'est Ouais, lui qui l'aurait trahi, etc. Enfin, ça, en gros, ça serait sa part d'ombre, en fait. Comme si Maxi représentait la part d'ombre du personnage de Noodles. ouais. Mais Noodles garde quand même une part d'ombre, puisque Bah, évidemment. ouais. Non, c'est intéressant. De toute façon, alors on va juste du coup aborder la thématique des drogues, parce que là, on parle de l'opium. Effectivement, du coup, en tout cas, on réfléchit au film en se disant que c'est un trip d'opium, on comprend en tout cas pourquoi on l'a choisi dans la thématique. Mais il y a aussi un autre sujet qui est intéressant dans ce film par rapport aux drogues, c'est la prohibition. Et donc, tout le business et en fait les bases du gangstérisme, enfin, de toute l'évolution des gangsters aux États-Unis, quoi. Parce que Hmm. cette période, ça a été l'Eldorado pour tous les petits gangsters en herbe qui ont voulu se créer des empires en réussissant à importer de l'alcool et à en vendre. Donc il y a et en fait il y a une idée, enfin il y a assez ingénieuse qui est montrée dans le film, qui était de comment récupérer les cargaisons d'alcool quand ils se faisaient prendre. Euh, et c'est en attachant, enfin en mettant des petites bonbonnes de sel, de manière à ce que une fois que le sel a fondu, l'oxygène fait remonter finalement les bouteilles qu'ils auraient dû normalement perdre. Donc il y a en fait c'est eux on va dire leur ascension dans le milieu, il s'est fait par grâce à la prohibition et puis grâce aussi à parce ils ont assassiné des gens, enfin ils ont molesté d'autres personnes. Enfin ils étaient quand même c'est ça qui est un peu étonnant parce qu'ils disent qu'ils sont là pour pas avoir de maître, mais au final ils étaient quand même toujours à faire des missions pour des gens, donc finalement à être un peu à toujours obéir à des maîtres. Enfin, et ce qui est un peu alors non, je vais rester dans les drogues parce que je vais m'éparpiller, mais donc l'alcool, par contre, dans le film, on les voit. Enfin, c'est pas quelque chose de très important. Enfin, on les voit boire un peu de champagne, mais il n'y a pas de volonté, en tout cas, de montrer des personnages alcooliques ou quoi dans le film, quoi. Il y a vraiment très peu d'alcool, il n'y a pas de drogue, à part l'opium. Euh, donc mais c'est sûr que, enfin,
c'est central au film, dans la mesure où l'opium, c'est ce qui. euh, Enfin, c'est en fait ce que consomme Noodles à partir du moment où on va dire qu'il a fait l'erreur, un peu l'erreur de sa vie, même s'il en a fait plusieurs, Hmm. donc certaines qui sont tout aussi graves, mais Bah, celle-là, pour lui, c'était le seul truc qui le rattachait à sa part d'humanité, entre guillemets, enfin, entre guillemets, voilà, sa part de bonté, en fait. L'amitié, c'est tout ce qui lui est resté, entre guillemets. hmm. Mais en fait, ce qui est assez dur, c'est de se mettre dans sa tête et de comprendre en fait le raisonnement de comment est-ce qu'il accepte, parce que c'est la femme en fait qui lui dit, c'est la femme qui est avec Max, qui lui dit qu'il faut qu'il fasse ça, faut qu'il le dénonce avant que ça aille trop loin, mais il pouvait tout simplement lui dire de pas le faire. Enfin, il y a un côté assez bizarre de se dire quand même qu'il est obligé de le dénoncer pour que ça s'arrête. Enfin, Bah, il j'ai pas a... trop adhéré en fait à ça, moi. Enfin, je sais Mais pas ce que t'en dans le as. film, c'est dit que, enfin, De Niro va voir le personnage de James Woods et lui dit, oui, il faut pas, moi je te suis pas, etc. Et lui, il lui dit, bah, si, on va le faire. Et donc, la seule manière de contrer ce personnage-là, qui est un personnage très violent aussi, celui de James Woods, parce qu'il paraît très calme, mais il a de grandes envolées de colère qui sont extrêmement brutales. Oui. Et donc, la seule Quand manière de il... le contredire, en fait, parce que lui, c'est vraiment le chef du groupe, hein, c'est pas Noodles, hein, c'est ouais. Maxi. Et la seule manière, c'est de passer par ce côté-là. Ouais, je suis un peu du but, je sais pas. Ça aurait pu, ou alors il aurait pu le descendre, tu vois, enfin, ou alors il aurait pu, mais le balancer aux flics, alors que c'est son ami d'enfance, ça paraît un peu bizarre quand même. Enfin, Bah, moi, si, bah, ça je suis pas sûr que moi j'aurais adhéré en tout cas à cette idée. Autant le laisser faire ce qu'il veut, mais à partir du moment où tu le fais pas avec lui, mais aller jusqu'à le balancer, c'est un peu, enfin, c'est une trahison quand même qui est, alors que, enfin, pour moi dans le film, c'est comme tu l'as dit, c'était quand même l'amitié qu'ils ont eux deux, c'était le seul truc qu'ils avaient en fait. Oui, bien sûr. Mais après, justement, c'est pour lui, il le prend pas après. Après, quand il y réfléchit, il se dit qu'il a fait une erreur. Donc, à partir de là, c'est quelqu'un qui, sur le moment, commet une erreur, mais qui aussi ne voit pas comment faire autrement pour l'arrêter. Parce qu'il sait que ça va mal se terminer. Parce que, en gros, il veut le faire arrêter pour ça, pour pas qu'il aille piller la Banque fédérale. Ouais. Qu'il a est Après, un chemin vers le suicide, littéralement. ils étaient déjà moins amis en fait. Enfin, on sent que quand il sort de prison, Noodles, et qu'il revient dans le groupe, il y a déjà une cassure Bien sûr. où en fait le groupe est déjà dans une dynamique de travailler avec Joe Pesci qui joue justement le Frankie, ou enfin le parrain quoi. Et du coup, euh, quand lui il arrive, c'est pas ça qu'il recherchait quoi. Il voulait pas être l'homme de main d'un parrain. Et donc déjà là, on voit il est pas dans la même dynamique que Max. Et ils ont déjà des différends dans leurs discussions euh, avant qu'il y ait cette trahison. C'est sûr que, mais bon, il y a la phase aussi de la voiture où ils foncent tout droit avec la voiture. Enfin, il a des moments où il est assez incompréhensible, ce personnage, quoi. Ben, je crois que, enfin, à la fois, oui, c'est un gangster et c'est quelqu'un enfin, qui ne ressemble pas à tout le monde, ça c'est sûr. Mais je crois aussi que c'est la facilité toujours du spectateur de penser ce genre de choses assis dans son fauteuil, qui voit tranquillement quelles pourraient être les meilleures décisions, alors que dans notre propre vie, on commet tout un tas d'erreurs aussi. Euh, Enfin, je pense qu'on commet un tas d'erreurs et que si on pouvait être assis sur Ah oui, un c'est sûr. fauteuil loin de nous pour nous Ouais. dire mec, t'es en train de faire une connerie, je pense qu'on le ferait parce qu'il y a plein de moments où en fait on fait pas spécialement les bons choix. Ah ouais, c'est vrai, mais lui, il fait quand même de grosses erreurs. Enfin, Bien sûr. il fait des choix, en tout cas, qui sont vraiment assez illogiques. Parce que euh, on, je pense que, voilà, à un moment donné, si, enfin, on nous fait comprendre quand même que
son rêve, c'était de vivre avec Déborah. Quand elle part, pourquoi est-ce qu'il part pas aussi Enfin, tu vois, on peut quand même se poser des questions sur les choix qu'il fait et sur en fait ses raisonnements, parce qu'il est un peu dans le non-choix, mais enfin, il prend pas de décision et il reste Oui, c'est vrai. finalement. C'est vrai Enfin, qu'il est impuissant. C'est à l'image de ses frustrations, en fait. Il arrive jamais à avoir ce qu'il a. Il a que des échecs et dès qu'il prend une décision, c'est encore pire que s'il n'en prenait pas. C'est. Mais après, c'est aussi à l'image de ce qu'il a vécu aussi. La manière dont il a grandi, en fait, de manière très pauvre dans les ghettos, la cruauté, la manière dont il a découvert les choses, et donc l'extrême pauvreté, l'ont conduit aussi à prendre des mauvais choix parce qu'il n'avait pas accès à certaines choses que d'autres pouvaient avoir. ah ouais, non, non, c'est un personnage. C'est sûr que, en fait, on peut relativiser sur ses choix et sur ses raisonnements quand on voit l'enfance qu'il a eue. C'est clair que voir son ami mourir dans ses bras, ensuite faire 12 ans de prison. Tuer quelqu'un, Oui, oui. enfin, Enfin, c'est quand même tuer solide. quelqu'un. Tu es Ouais, pas le même après. ouais, c'est sûr. Euh, donc, non, non, c'est un parcours, mais où lui, en fait, il a fait tout de suite la prison avant même d'avoir, tu vois, les bénéfices d'un gangster. Enfin, il les a un peu quand il en sort, lui. C'est un peu, il fait un peu le chemin inverse, quoi. Bien sûr, et c'est ce qui est intéressant dans le film, c'est que il devient adulte en âge, en responsabilité, etc. Mais en fait, le fait qu'il soit resté en prison a fait qu'il reste quand même, il a quand même une psychologie d'enfant. C'est ça, le personnage est extrêmement paradoxal, Mhm. comme on l'a dit depuis tout Ah à l'heure. ouais, non, non, mais ses choix et ses comportements sont, Mm. sont vraiment pas, Mm. enfin, pas ouais, anormaux. Euh, et en tout cas, pour revenir sur les drogues, donc là, au niveau mise en scène sur l'opium, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de superflu en fait. Il n'y a pas de volonté de donner l'impression qu'au moment où il prend de l'opium, en fait, oui, à la fin, il a ce sourire et il y a cette ambiance du théâtre, mais il y a pas de, enfin, on voit aucun effet de l'opium sur lui. Euh, et Directement, mais on est dans sa tête. Donc, dans sa- j'ai envie de te dire oui quand même. Parce que quand on voit tous ces écrans de fumée, c'est vrai. voilà, par exemple, la gare, c'est incroyable, hein. La caméra, elle fait tout en fait pour capter De Niro dans la fumée blanche. Je veux dire, c'est d'une évidence absolue. Et c'est comme si en fait, il y avait des moments où l'opium en fait englobait des instants très particuliers dans la vie de Noodles qui font que c'est ces moments en fait qu'il rejette le plus. Parce que ce dernier regard avec Déborah, ben, c'est le moment qui catalyse tous les autres moments, en fait. Je pense aussi. Donc, il y a plusieurs moments comme ça dans le film qui jouent avec ça. Et le fait que les transitions se fassent en fondu avec la fumée et qu'on perde les repères aussi, je pense que c'est lié quand même à la consommation de la drogue. Non, bah c'est vachement intéressant. En tout cas, ça remet, enfin, ça donne au film une profondeur et une mise en abîme, quoi, qui est Ah, intéressante. bien sûr. Euh, C'est marrant parce qu'au début des années 80, il y a deux films comme ça qui font une mise en abîme du cinéma avec le théâtre. Bon, il y en a un qui le fait sans drogue et un autre avec drogue. C'est Fanny Alexandre de Bergman qui s'ouvre aussi sur un jeu de théâtre de marionnettes. Et donc celui-là, il était une fois en Amérique. Donc c'est assez intéressant de voir qu'à cette époque-là, on a beaucoup questionné le cinéma, une vision, un questionnement lié aux origines du cinéma et aux questions de réalité et d'imaginaire qui sont les origines du cinéma aussi, puisque en 1895, enfin en tout cas, lorsque le cinéma commence à être appelé cinéma, il y a d'un côté les opérateurs lumière et de l'autre Méliès. Donc cette confrontation entre le réel et l'imaginaire. hmm. Ouais, ouais. Et donc dans cet imaginaire, en tout cas du trip, euh, il y a, enfin, une volonté, je pense,
quand même de parler du sujet de l'opium. Enfin, parce que justement, ces fumoirs qui montent dans le film, c'est des choses qui avaient beaucoup à ces époques. Alors que là, c'est dans un théâtre. Après, tu vas le retrouver plus tard dans des ghettos, mais dans d'autres circonstances. Mais là, c'est vraiment quelque chose, un fumoir organisé, avec, comme on le voit dans le film, quand même des gens qui s'occupent des personnes qui sont sous opium. Enfin, il y avait quand même toute une prise une prise en charge. C'est-à-dire que tu venais prendre ton opium, tu avais ton petit matelas, les gens venaient t'apporter du thé. Enfin, c'était et ce côté-là, en fait, enfin, la prise d'opium, c'est quelque chose qui n'existe plus du tout. Et donc, mais c'est intéressant de voir dans ce film que dans les années c'est 33, c'est ça? Tu disais 34? Il prenait de l'opium et que c'était, enfin, que tu avais quand même des lieux où plusieurs personnes venaient en prendre, quoi. Et ça, en tout cas, enfin, ça semble crédible. Je connais pas, je sais pas comment c'était à l'époque, mais on a vu aussi d'autres films où ils montraient ces fumeries d'opium. Et c'est, enfin voilà, l'opium, c'est quelque chose que moi je connais pas trop, mais ce que je vois, c'est c'était une drogue qui était plutôt utilisée avant, qui a été aussi, je crois, utilisée pas mal par les Indiens, par les chamans et tout ça, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est plus vraiment utilisé, quoi. Enfin, il me semble pas. Mais de lire, en fait, juste définition de l'opium, en fait, je trouve que ça en dit beaucoup sur le film. Enfin, on peut le voir d'une certaine manière. Alors, j'ai regardé plusieurs définitions et finalement, celle de Wikipédia retranscrit plutôt ce que ça a l'air d'être. Alors, voilà, je me base sur cette définition. J'espère qu'elle est vraie, hein. On remet en question ce qu'on lit aussi, autant que ce que l'on regarde. L'opium induit notamment une euphorie, une somnolescence, un état hypnotique et onirique que de nombreux écrivains, penseurs et artistes ont recherché, comme Jean Cocteau, Antonin Artaud ou Charles Baudelaire. L'effet est rapide et persiste pendant 3 à 6 heures. Tiens, c'est marrant, comme la durée du film. Il est semblable en moins intense à la consommation d'héroïne, sensation d'extase orgasmique, état de relaxation intense, effet anxiolytique, insensibilité totale à la douleur, difficulté de coordination des mouvements. À forte dose, la consommation d'opium peut entraîner des hallucinations. Tiens, comme une certaine projection mentale d'un certain personnage. Non, mais pourquoi il prendrait de l'opium de toute façon si c'était... parce que c'est vrai que si tu prends pas le parti de comprendre que c'est un trip, comme tu le dis, pourquoi nous montrer fumer de l'opium au début et à la fin, alors qu'on le voit pas en fumer pendant le film? Alors qu'en plus, surtout qu'il y a des moments qui sont en hors-champ où on sait qu'il a été à la fumerie. Il y a une allusion à un moment, effectivement, quand où Déborah se barre. Il y a Max, quand ils se retrouvent tous les 5, juste après qu'il y a eu ce moment terrible, qui lui dit oui, on t'a retrouvé dans le théâtre chinois en train de fumer de l'opium. Et on le voit pas à ce moment-là. Ouais. Donc le fait que ça ouvre et que ça termine le film, c'est quand même assez significatif. Enfin, c'est pas pour rien. Ça s'appelle une épanadiplose d'ailleurs, c'est quand le début et la fin se rassemblent. Comme par exemple dans l'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Et évidemment, mais ça a une importance capitale. Ça veut dire que c'est ce qui structure tout le film. Sinon, on ne la fait pas se répéter. Ouais, complètement. Ouais. Non, mais ça je suis content qu'on puisse en discuter. En tout cas, ça donne vraiment une vision du film qui est hyper intéressante, je trouve. Et donc la dernière partie de l'analyse de la thématique, c'est la place de la drogue dans le film. Donc là, on a déjà parlé, c'est probablement tout le film. Peut-être que, quasiment tout le film. Et donc c'est un trip sous opium de 3 à 6 heures.
on n'est pas du tout dans un film de drogue, quoi, en tout cas. Donc c'est sûr que faut pas regarder le film en se disant on va voir des consommateurs ou du deal ou quoi. C'est vraiment pas le. Je crois que la drogue est plus un prétexte pour Sergio Leone à expérimenter sur le cinéma et le questionner. Bien sûr. Et questionner évidemment le personnage, son rapport à ce qu'il a fait et son puis imaginaire. réussir justement à faire ce jeu de nous mettre face à cette question. Est-ce que c'est un imaginaire? Est-ce que c'est et c'est vachement intéressant. Et c'est par le biais de la drogue qu'il arrive à faire ça. Mais après, tu as d'autres films qui essayent de faire des imaginaires, pas forcément par rapport à la drogue. Je pense notamment aux jeux vidéo ou aux films avec des mondes virtuels, Matrix, passé virtuel, où t'as pas mal de films où tu as des imaginaires. Mais c'est vrai que penser ce film comme tout étant imaginé par le personnage dans un trip, ça c'est intéressant. Mais ça fait. Enfin, après, le film, quand même, c'est quand même 4 heures où on parle pas de drogue. Enfin, et on voit très peu en consommer. On est vraiment sur des histoires, enfin l'histoire de ce groupe, surtout l'histoire de Noodle, des différentes rencontres, des différents choix de sa vie, en fait, à différents moments de sa vie. Et c'est sûr que tu peux faire enfin, alors maintenant, parce que moi, c'est vrai que j'avais pas forcément cette approche de dire que c'est obligatoirement un trip, et j'étais presque dans l'idée de dire ce film pourrait exister sans l'opium. Mais quand je dis ça, évidemment, tu vas pas être d'accord avec ça, mais beaucoup de gens, je pense, quand ils vont regarder le film, n'ont pas compris, en fait, ça. Et du coup, c'est vrai que l'opium, tu peux te demander à quoi il sert, en fait, dans le film, si tu n'as pas cette approche du trip, parce que c'est vrai que c'est un peu, on comprend pas trop, en fait, parce que c'est même pas expliqué. Nous, on déduit qu'il prend de l'opium parce que, enfin, on le voit regarder son journal, mais c'est assez, enfin, tu dois. On peut se dire, oui, le mec il fume parce qu'il a vécu un moment terrible, entre guillemets. Mais c'est plus ou moins ce qui est dit dans le film, en fait. C'est juste que ça va plus loin que ça. Mais je crois que c'est la force des grands films, c'est leur grande subtilité et aussi une croyance totale à l'intelligence du spectateur, en fait. C'est-à-dire que le spectateur, autant que le personnage, doit faire un trajet de conscience et doit se questionner sur ce qu'il regarde. Alors c'est sûr que peut-être que dans les films populaires, on n'est pas trop habitué à ça. Mais Sergio Leone lui propose un film populaire qui va justement se voir comme du grand cinéma. Donc c'est une approche que je trouve très intéressante aussi, parce que c'est un film qui est fait pour un public large à la base. C'est ça, c'est que c'est un film pour public large, mais qui va quand même régaler les cinéphiles. Enfin, les gens encore plus. C'est après je pense quand même que pour les gens qui regardent le cinéma comme du divertissement, peut-être que ce film-là est quand même dur, tu vois. De toute façon, ce n'est pas du divertissement. Donc je veux dire, si tu veux chercher du cinéma pour du divertissement, oui, t'es pas à la bonne porte. Hein. Il est très posé, c'est très, comment dire, c'est très photographique. En fait, il y a quand même des plans qui sont très longs. C'est très, le film ne va pas vite, en fait. Il y a quand même une volonté de. Bien sûr, la lenteur, la dilatation du temps. C'est ça, mais la version de 2h15, ça doit être horrible, quoi. En plus, il paraît qu'ils l'ont remis dans la timeline du chronologique. Chronologique. Donc oui, c'est regardable, je pense. Ah, oui. Ils ont déformé sa timeline, ils l'ont réduit à 2h15. Ça a dû être
c'est fou quand même que, qu'il ait eu un traitement comme ça sur son film, quoi. Le cinéma est un art et une industrie. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, mais on pense qu'un film de 2h15, c'est plus vendeur qu'un film de 4h. Donc, on préfère le couper au lieu de le laisser dans son entièreté. C'est pas toujours le cas. Hein. Il ne faut pas dénigrer les producteurs qui font souvent, très très souvent, un travail absolument extraordinaire. Et là, dans ce cas de figure, malheureusement, c'est pas le cas. Ouais, enfin, le réduire à 2 heures, ça doit quand même être assez long. En fait, il se passe plus rien dans le film, tu vois plus que. Ça se trouve, t'as plus l'enfance, t'as juste quand il sort de prison. Salut. Je ne la regarderai jamais, donc je ne saurais pas. Non, mais bon, c'est. Pour qu'il décide d'arrêter pendant longtemps, de retourner sur un film. Et bon, c'est vrai qu'il paraît que son film sur Stalingrad, là, il prévoyait un budget de 100 millions de dollars. Ça avait l'air d'être incroyable ce qu'il avait. Il y avait une exposition à la Cinémathèque française, une exposition spéciale Sergio Leone, où on pouvait voir toute sa carrière, tous les costumes, etc. Enfin, c'était une exposition sublime. Et à la fin, il y avait le synopsis de Stalingrad qui était exposé. Donc j'ai pu le lire comme ça. Oui, D'accord. Ça donnait envie. Ouais. Ok. Parce qu'en plus, il est mort, 69 ans, je crois. Hein. Il est mort à la fin des années 80, si je dis pas de bêtises. 89, ouais, c'est ça. 89. C'est marrant, c'est l'histoire dit qu'il est mort devant un film de Robert Wise qui s'appelle Je veux vivre. C'est à l'image du cinéaste qui, s'il a filmé la mort, a plus que tout filmé la vie aussi, je crois. Et dans ce cas-là, de plus fort, de plus essentiel, l'amitié et le temps. C'est un cinéaste magique. Et Sergio Leone, pour moi, fait partie sans aucun doute des plus grands parce qu'il a fait des choses qui ont changé la face du cinéma à jamais. Et je ne parle pas d'un point de vue commercial, je parle vraiment d'un point de vue artistique. Quand on voit Il était une fois en Amérique, c'est un film qui a eu une influence considérable et qui aussi pose des questionnements de cinéma qui n'avaient jamais été posés. Que lui seul a traité, en tout cas, de cette manière-là. C'est ce que j'allais te dire. En tout cas, tu sens en regardant le film que beaucoup d'autres films se sont inspirés, ou en tout cas, déjà le fait que Tarantino a travaillé aussi avec Ennio Morricone pour faire quelques musiques. Tu vois qu'il y a quand même cette envie de se rapprocher. Puis Tarantino avec les westerns aussi. Il y a et puis même dans les films de mafieux un peu, je pense que Scorsese a récupéré aussi Scorsese, de toute façon, c'est celui qui a en partie supervisé la restauration d'Il était une fois en Amérique avec sa boîte, avec sa fondation. Donc c'est pas étonnant, oui. Il a fait un gros travail là-dessus. Et d'ailleurs, c'est Robert De Niro qui disait effectivement que Scorsese s'était démené pour réussir à faire cette restauration et tout ça, quoi. Et que ça serait pas fait si. Il y avait Gucci et Scorsese. Écoute, pour la conclusion de la thématique, tout ça, de toute façon, c'est un film qui est à part, qui est dans un trip, donc je pense qu'on l'a déjà bien traité. Est-ce que tu veux faire une conclusion sur le film, ou dire ta conclusion? Ouais. En fait, j'ai juste envie de citer, j'ai lu beaucoup d'analyses, je suis retourné dans mes bouquins, etc., pour essayer d'en parler le mieux possible. Et je suis tombé sur un blog qui s'appelle Le Blog à part, qui est sûrement une référence à Godard avec Bande à part, qui est d'ailleurs devenue la boîte de production de Tarantino, on en parlait juste avant.
et a fait un article sublime sur Sergio Leone. Enfin, moi, je trouve vraiment intéressant. Et alors, merde, je ne retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Donc, dans cet article, blog à part, il nous dit ça. Il dit: ce film s'achève sur un gros plan sur le visage de De Niro qui nous offre son plus beau sourire après avoir tiré une dernière bouffée d'opium. Le personnage taciturne qu'il incarne tout au long de l'histoire n'avait jamais souri auparavant. Ce sourire énigmatique qui conclut un film de presque 4 heures signifie que tout ce que le spectateur a vu sur un écran de cinéma n'était qu'un écran de fumée d'opium. Le cinéma n'est qu'un paradis artificiel sur grand écran. Le réalisateur a étiré le temps pendant 4 heures pour nous raconter l'histoire de ce philosophe chinois qui rêva un jour qu'il était un papillon. Et depuis ce jour, il ne fut plus vraiment sûr s'il était un philosophe chinois qui avait rêvé d'être un papillon ou bien un papillon qui était en train de rêver d'être un philosophe chinois. Voilà. Ouais. On va passer au bonus. On va essayer de faire un peu rapide pour te laisser aller te reposer. Donc, les bonus, la première question, ça va être de te demander de me citer une œuvre autre qu'un film qui parle de drogue que tu apprécies. Autre que film, j'ai parlé un peu de Baudelaire tout à l'heure. C'est vrai. Alors, c'est pas tout, il n'y a pas toujours la drogue qui est centrale dans son œuvre, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un grand rapport avec celle-ci, avec l'opium. Et évidemment, moi, j'ai lu c'est ça, les paradis artificiels, évidemment. Et voilà, moi, c'est Les Fleurs du Mal, vraiment, que j'ai lu il y a déjà un moment et que j'ai relu il n'y a pas trop longtemps avec certains poèmes qui m'ont que j'admire profondément et qui ont beaucoup inspiré Sergio Leone. Donc, évidemment, c'est un artiste que j'admire à ce niveau-là. Ah non, mais c'est incroyable, Baudelaire. Il y a un film sur Rimbaud. Là, je fais une petite aparté, mais avec comment il s'appelle Leonardo DiCaprio. Je sais pas si tu l'as vu, ce film sur la vie de Rimbaud. Non. Parce que justement, à un moment, ah non, c'est Verlaine. Enfin, t'as Rimbaud et Verlaine qui eux se droguaient aussi pour écrire leurs poèmes. Et c'est vachement. T'as des poèmes de Rimbaud qui sont assez incroyables sur les drogues. Et le film avec Leonardo le montre bien, mais je me rappelle plus le titre. Maintenant, je vais te demander ton stupéfiant. Donc, c'est ton film de drogue préféré. Ouais, donc, évidemment, mon film de drogue préféré, c'était Une fois en Amérique. Pour moi, c'était une évidence absolue. Quand j'ai vu ta liste de films, parce que c'est comme ça que tu marches, tu proposes une liste de films aux invités et on choisit. Et moi, j'ai cherché directement Il était une fois en Amérique, je ne l'ai pas vu, donc j'ai voulu te le proposer. Mais voilà, avec Samir, vous avez parlé d'Easy Rider. Évidemment, c'est un film que j'aime énormément. Mais j'ai tout de même envie d'évoquer un autre film qui a inspiré un petit peu Sergio Leone pour Il était une fois en Amérique dans la représentation de la fumerie d'opium. C'est Shanghai Express de Joseph von Sternberg, qui est donc un film qui raconte l'histoire d'une femme qui est jouée par Marlène Dietrich, si je dis pas de bêtises, et qui rencontre en fait son ex, enfin c'est pas son ex, mais son amant, et cette rencontre va les amener en fait, alors qu'ils sont dans un train dans lequel il y a une fumerie d'opium, ils vont se retrouver en fait en plein milieu de la révolution chinoise. C'est un très beau film d'un cinéaste que j'admire énormément et qui donc a bien pu inspirer Sergio Leone notamment pour on va dire cette poursuite dans la fumerie d'opium, ce que l'on voit au début lorsque il y a les mecs qui cassent la gueule de Fatmo et qui tuent la femme du personnage interprété par De Niro, et où ils vont chercher celui-ci dans la fumerie. Ok. Et écoute, Shanghai Express, du coup.
belle référence. Je vais te demander de passer à ton fait tourner. Donc là, c'est toi, tu peux mettre en avant ce qui te fait plaisir. Ouais, bah écoute, là aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des photos de production du prochain film de Martin Scorsese, on en a un petit peu parlé. Killers of the Flower Moon, donc son premier western, un genre qu'il a toujours esquivé, on va dire, même s'il y a eu Bertha Boxcar qui emprunte un peu au western. Mais là, je suis très curieux de découvrir ce film. Ça donne envie. Il y a Leonardo DiCaprio, avec De Niro aussi. Donc, ça va être excellent, je pense. J'ai très hâte. Puis, j'adore Martin Scorsese. Voilà. Classique, hein, rien de d'illogique non, dans mais ce que bon, je dis, je crois. avec le Loup de Wall Street, déjà, il nous avait montré il en avait encore sous le capot. Toujours parler de mon ami Samir sur la chaîne Microciné, qui fait un travail assez fou. Et puis voilà, comme je collabore avec lui sur certaines de ses émissions, j'étais là pour la deuxième partie sur Brian De Palma avec Merege, et puis surtout les émissions Parole. Voilà, c'est quelque chose que je vous invite à découvrir, qui est vraiment super sympa, qui est voilà, toujours dans une ambiance très détendue, mais qui voilà, n'hésite pas à rentrer dans les sujets, je crois. Donc voilà, voilà, si vous avez envie de découvrir la chaîne de Samir, c'est toujours de la qualité. C'est sûr, c'est de la qualité. Et puis, je trouve qu'en tout cas, vous deux réunis, on obtient vraiment de la qualité plus. C'est toujours très intéressant de vous écouter. En tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu dis détente, mais aussi très pointu. Et toi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui moi, m'impressionne. Je trouve que tu es très pointu et tu as un œil de cinéma averti, avec une connaissance déjà très poussée. C'est toujours vraiment très intéressant de t'écouter. Et là, tu m'as vraiment très intéressé sur ce que tu as pu amener sur le film, et ce que tu as pu aussi référencer, notamment cette conclusion avec le papillon qui est magnifique. Merci Jules pour cette participation. Merci à toi pour l'invitation. C'est très cool, et très bonne continuation à tous tes projets. Et je crois que tu as fait aussi, il n'y a pas longtemps, que tu as réalisé quelque chose, non? J'ai réalisé un court-métrage. Ouais. Ok. Et c'était cool. Ouais. Ok. Oui, j'ai hâte de le terminer. Il y a encore pas mal de boulot, mais c'était une belle expérience. Ok. Et en tout cas, merci à toi d'être venu, et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Ciao. Ciao. Allez, vas-y, pas cool, abonne-toi.